Ouais, 2021, ça sera pas plus facile. Mais c'est pas grave, parce qu'on va commencer ce show-là sur une grosse note. Mon nouveau thème, il me l'avait promis et il vous le livre maintenant. Bienvenue à la révision des comptes. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay, Benny Mimosa, Benny Two Belts, Benny best in the world, l'univers au complet, Monday night Benny, Friday night Benny, 2 fois semaine on est béni par notre sauveur qui est béni, on se croise les doigts pour un actif, on a déjà des passifs, une clap de golf pour Benny, une clap de golf pour Benny. Benny is money, ay, Benny is money, ay, Benny is money, c'est la révision des comptes, ay. C'est la révision des comptes, ay. Gros merci, Gab la promesse, pour ce magnifique jingle que vous allez entendre maintenant à chacune de mes chroniques de la révision des comptes. Bienvenue à l'édition du 11 janvier 2021, l'édition de Raw. Ça va pas être une édition facile, je vous avertis tout de suite, mais je tenais à remercier d'abord Gab pour ce magnifique travail. Gab, que vous pouvez entendre aussi maintenant les dimanches sur le Discord Elite. Si vous faites partie de l'Elite, il y a eu un watch-along, un premier watch-along hier dimanche sur le Discord. On a regardé One Night Stand ECW 2006, l'affrontement entre RVD et John Cena, entre autres, en finale. Alors, ça va être, je pense, une expérience qui va se répéter les dimanches. Alors, si vous faites partie de l'élite, c'est un autre avantage des watch-along. Et il y a aussi un review du Go Big Show. Gab qui vous a aussi produit ça pour l'élite sur le Patreon. Un review du premier épisode de Go Big Show, le talent show sur TBS avec Cody et Snoop Dogg, entre autres, comme juge. Alors, plein de belles choses sur le Patreon si vous faites partie de l'élite de C'est juste de la lutte. Ce soir, grosse édition de Raw. Ouais, grosse édition de Raw. Je vais faire de mon mieux. Ça va être particulier d'être positif pour ce Raw. Je peux pas vous garantir rien. Mais on va y aller rondement. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments à parler de, si c'est une phrase. Mais, ouais, c'est une édition qui m'a rendu triste à beaucoup de niveaux. Et on va partir ça immédiatement. J'ai le goût de commencer d'abord peut-être avec la grosse nouvelle de la journée. Drew McIntyre qui malheureusement a annoncé qu'il avait testé positif à la COVID-19. Ça a pris peut-être une demi-heure avant qu'on ait le premier vidéo de Drew qui nous explique qu'il est asymptomatique, mais que, bon, tout semble correct, il ne semble pas souffrir, sauf qu'il va naturellement être en quarantaine. Et, bon, suggère à tout le monde de faire attention, se laver les mains, porter le masque, etc. C'est une des premières fois, en fait, probablement la première fois, qu'on entendait même le mot COVID-19 à la WWE. Alors, c'est vraiment dommage que ça arrive comme ça. C'est presque étonnant que ce ne soit pas arrivé avant. Mais ça a eu un très gros impact, je pense, sur le show de ce soir. On sait, dans le cas de Drew, mais pour les autres, on ne le sait pas et je trouve que ça ouvre la porte à beaucoup de spéculations parce que d'abord, il y a Charlie Caruso qui n'était pas là pour les entrevues, qui a été remplacé par Caleb Braxton et remplacé aussi par Sarah Schreiber pour Raw Talk après Raw. Et Kofi Kingston aussi, à qui on a
a dit dans le kayfabe qu'il avait une blessure à la mâchoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai l'impression que ça va ouvrir la porte à beaucoup de spéculations dans les prochains jours, à savoir s'il n'y a pas une épidémie plus grave ou si la COVID a frappé plus de monde que simplement Drew McIntyre. C'est un peu particulier, mais comme je disais, c'est quand même incroyable que ce ne soit pas arrivé plus tôt, en fait, envers des plus grosses stars de la WWE. Il y a quelques cas qui avaient été décelés, on remonte à peut-être juin, il y en a eu aussi quelques-uns en mars. Mais là, le champion de la WWE, on va voir l'impact que ça va avoir dans les prochaines semaines, mais aujourd'hui, il y a eu certains impacts qu'on va voir un peu plus tard. Et un peu plus tard, on a vu le vidéo de Drew qui nous expliquait cette fois qu'il acceptait le défi de Goldberg au Royal Rumble. Bref, la COVID, c'est pas parfait, hein? Hein? Disons ça comme ça? Ben non. Mais c'est comme particulier parce que ça nous tente pas de voir ce match-là. Hein? Qui ça y tente de voir ça? Mais enfin, Drew a accepté. Alors, le match aura lieu. Yeah. Premier segment de l'émission. Le grand retour de Triple H, habillé tel le COO qu'il est. Triple H n'a pas vraiment le temps de nous expliquer grand-chose parce qu'après nous avoir souhaité la bienvenue, Randy Orton le coupe immédiatement et il entre dans le ring pour demander à Triple H de le nommer le 30e lutteur à entrer dans le Royal Rumble ou de lui céder directement le titre de la WWE. Mais Triple H refuse, lui dit que s'il veut une autre chance au titre, il devra gagner le Rumble. Triple H ensuite explique à Randy qu'il avait beaucoup de fierté en le voyant allumer l'allumette. Il était très fier de Randy dans son combat contre The Fiend. Lorsqu'il regardait l'allumette et il savait qu'il n'avait qu'à mettre le feu au Fiend pour gagner son match. Triple H aurait fait la même chose. Mais Triple H a perdu beaucoup de respect pour Randy quand il a vu tout ce qu'il a fait aux légendes, les humiliants, tels Big Show, Mark Henry, mais surtout ce qu'il a fait à Shawn Michaels. Vous vous souvenez, il y a plusieurs mois. Et l'humiliation à Ric Flair aussi. Alors tout ça, ça a joué dans la balance et Triple H a perdu beaucoup de respect pour Randy. Alors Randy n'avait d'autre choix que de demander à Triple H si il sentait qu'il avait encore le Cerebral Assassin à l'intérieur de lui et qu'il voulait pas nécessairement un combat de lutte, mais une bonne bataille. Et Triple H lui a dit « Ah, tu sais, quand quelqu'un veut que tu fasses quelque chose, c'est mieux de ne pas le faire. C'est mieux de ne pas satisfaire son désir. » Alors Randy lui a dit « Ah, c'est ça ou bien c'est parce que c'est Stephanie McMahon, ta femme, qui a tes couilles dans sa sacoche. » Oh là, Triple H n'a pas aimé ça. Alors, il s'est arrivé d'en face à Randy et au lieu de lui parler, il a sacré un bon coup de poing. Randy a roulé en bas du ring avec le gros sourire fendu. Puis il a dit « Ah, mais je pense que ça veut dire oui. » Bon, pour Tom Phillips, ça voulait pas dire oui. Et 1 heure plus tard, on a appris que Triple H acceptait le défi. Et 2 heures plus tard, on a appris que Randy était très content parce que toute la haine qu'il avait envers lui-même maintenant, c'est une nouvelle haine qu'il a, souvenez-vous. Il va pouvoir la diriger vers Triple H. Je retiens le commentaire de Nick Hardyboy sur le Discord qui a dit « Je dois avouer que j'ai eu un moment de satisfaction en voyant Triple H frapper Randy. » Eh bien, j'ai eu ce moment de satisfaction quand j'ai vu Triple H faire son entrée en me disant c'est dans tous les petits détails que Triple H a encore la prestance. Il y a encore le petit je ne sais quoi qui fait que les lutteurs de cette époque ont encore quelque chose de plus sur les lutteurs d'aujourd'hui et que leurs entrées sont encore spéciales. Alors qu'aujourd'hui,
Les gens font leur entrée, puis c'est aussi plate d'une fois à l'autre. C'est triste. Ce petit côté-là, après, m'a rendu un peu... ouais. Première tristesse. Prenez des notes à la maison. Mais pour le reste, Randy qui affronte Triple H. Je sais pas. J'ai pas. On est beaucoup, je trouve, dans la nostalgie. No shit. Ces temps-ci. Juste à penser à Mike Tyson contre Roy Jones le mois passé. C'est-tu vraiment si le fun que ça de regarder du monde de 50 ans se battre? Moi, avec tout le talent du roster qu'on voit, et qu'on voit pas parce que dans le fond, ils ont pas la place pour briller, moi, ça me... Non, je trouve que c'est plate, là. Je trouve ça paresseux un peu de nous ramener des affaires comme ça. Puis je le sais que c'est le contexte, probablement, que ça a été décidé à la dernière minute parce qu'on ne savait pas trop comment donner un match important à Randy, lui qui était censé affronter Drew. Dans un match où le titre n'allait pas être en jeu. Après tout ce qui s'est passé cet été et cet automne, pendant 4 mois, on allait nous ramener un match entre Randy et Drew. Je ne suis pas capable de donner un actif à ça. Non. Alors, je vais donner un passif pour l'introduction de Raw. Premier match de la soirée. Charlotte Flair contre Lacey Evans. Charlotte, en entrevue avant le match dans le Gorilla Position avec Sarah, ne peut pas faire autrement que d'être détestable. Je comprends pas le personnage de Charlotte qui est, pour l'instant, supposément babyface, puisqu'elle est en équipe avec Asuka. Mais elle est incapable d'être agréable. L'entrevue est juste pour dire que dans le fond, elle aime pas nécessairement parler de son père et qu'il a compris le message et que s'ils se sont échangé des paroles dures la semaine dernière parce que Rick avait fait perdre Charlotte par erreur ou pas par erreur, c'est pas trop clair cette histoire-là. C'est juste parce que Charlotte Flair a été élevée par son père, puis qu'ils se connaissent, puis c'est correct. Puis que dans le fond, Charlotte, elle n'a pas besoin de parler de son père. C'est tellement détestable. En tout cas, je comprends pas c'est quoi l'intérêt de... Mais Charlotte, non. Charlotte, elle peut pas être babyface. On dirait que c'est... Non, ça marche pas. Et Lacey, par la suite, va faire une entrevue après l'entrée de Charlotte. Et elle... mon Dieu. Elle dit qu'elle veut le sugar de Ric Flair. Lacey Evans. Tu sais, Ric Flair n'a pas 50 ans. Ric Flair en a 70. J'ai-tu le droit d'être mal à l'aise puis presque dégoûté par cette affaire-là? Je sais pas. Moi, je vois pas c'est quoi l'intérêt de voir ça. Mais on va voir ce qui va arriver dans ce match parce que Charlotte va dominer presque d'un bout à l'autre. Mais alors qu'elle pensait que Ric Flair était retourné à la maison, ben non. Rick décide de faire son entrée et de venir voir le match. Alors Charlotte comprend pas trop. On passe à une pause. Au retour, ben ça permet à Lacey d'avoir un petit peu l'avantage sur Charlotte, mais Charlotte reprend rapidement le dessus. Elle lui fait son Natural Selection, mais elle est proche des câbles. Alors Rick prend la jambe de Lacey et il la met dans les cordes. Et là, l'arbitre a mal joué ça aussi, là. Une chance qu'il était au courant que ça allait arriver, parce que de son angle, il ne l'aurait jamais vu, mais il savait, donc il n'a pas tapé jusqu'à 3. Charlotte est en maudit. Là, finalement, elle tente une souplesse sur Lacey, mais Rick lui retient les jambes, la fait tomber. Lacey fait le tomber, et Rick retient les jambes de Charlotte pour l'empêcher de relever l'épaule. Alors, victoire de Lacey Evans. Et après, on a eu, au retour de la pause, Lacey et Rick qui partaient ensemble vers la chambre d'hôtel. C'est ce que Lacey nous a dit.
La note de ce match, je vais vous la dire tout de suite, 2 sur 5. C'était pas bon. C'était lent. C'était machinal au bout. Il n'y avait aucune chimie entre les deux. C'était vraiment pas bon. Pour commencer, Raw, ça commençait pas sur une très bonne note. Et j'en ai parlé la semaine passée. Encore, on nous ramenait l'histoire de Charlotte qui est en conflit avec son père. Pourquoi? On avait passé à autre chose. Je pense qu'on pouvait passer à autre chose, puis qu'il y avait beaucoup d'autres options sur la table pour Charlotte. Puis pour Lacey, c'est dommage, mais on remarque, en tout cas, moi j'ai remarqué dans ce match-là que l'écart est encore beaucoup trop gros entre son niveau puis le niveau supérieur. C'est pas bon. Ça marche pas. C'est tellement... Déjà que son personnage est tellement une caricature. C'est glow, glow avec du gros marqueur. C'est Liberty Bell, pour ceux qui ont suivi la série. Mais c'est pas bon. Alors, tout ça, je leur donne un gros passif. Deuxième match, et là, je ne vous mens pas. On nous annonce Jeff Hardy contre Elias. Ouais. Je vous jure, c'est même pas des blagues. Mais, heureusement, Elias fait son entrée et dit à Jeff qu'il s'est fait mal, non pas à l'entraînement, mais durant des séances d'enregistrement. Trop joué de guitare. Ça lui a fait comme une luxation du poignet. Samoa Joe va nous dire plus tard qu'il y a des ampoules. Mais en tout cas, c'est pas clair. Bref, il y a une blessure. C'est donc Jackson Ryker qui va prendre sa place. Et Jackson Ryker dit à Jeff qu'il est inspiré par la musique d'Elias. Qu'il est inspiré à détruire. Alors, Jeff domine complètement le match, la minute que ça a duré. Il lui fait un twist of fate, mais naturellement, Ryker le prend comme un neckbreaker. Bravo. Jeff monte, ou en fait, veut monter dans le coin. Elias cause une petite distraction. Ryker fait un roll-up. Victoire de Jackson Ryker. Je donne la note de 1 sur 5. Mais ce n'est pas tout, car Elias repart avec Jackson sur la rampe, fier de la victoire destructive de Jackson Ryker. Mais Jeff lui dit « Hey, non. C'est juste parce que tu fais semblant d'être blessé. Mais dans le fond, dis-lui que t'es même pas aussi bon que Jackson Ryker. » Fait que là, Elias se choque. Et nous avons maintenant droit à Elias face à Jeff Hardy. J'ai retenu dans ce match que notre ami Scott Stanford fait maintenant des annonces, ou en fait la voix. Il est la voix d'une publicité qui nous vend de la testostérone. Bravo à Scott. Et si c'était pas Scott, en tout cas, il y a un gars qui fait la voix qui ressemble beaucoup à notre ami Scott. Jeff, Twist of Fate, Swanton Bomb, la victoire. C'est que Elias avait dit à Jackson de ne pas intervenir dans le match. Puis là, après le match, il était choqué parce que Jackson n'était pas intervenu. 2 sur 5. 2 sur 5. Tout ça, tanné, passif, bye bye. On continue avec le match entre Sheamus et Keith Lee en équipe face à Miz et Morrison. Alors, comment tout ça s'est produit? Bien, Sheamus a décidé d'aller enterrer la hache de guerre, de faire la paix avec Keith Lee en coulisses. Et tout de suite, Miz et Morrison sont venus les défier parce qu'ils ont décidé en 2021 de réparer tout ce qui leur était arrivé de mal en 2020. Donc, leur première cible, affronter Sheamus et Keith Lee. On verra si ça fonctionne, cette stratégie. Mais bon. En début de match, une belle chimie d'équipe entre Sheamus et Keith Lee. On se donne le tag allègrement, le grand sourire. À un certain moment, Keith Lee va aller plaquer John Morrison dans le coin, très sévèrement, ce qui fait que la corde du haut va lâcher en plein match.
On prend une pause et au retour, ben, il y a un technicien dans le coin qui s'affaire à réparer la corde. Miz et Morrison vont finalement, avec quelques coups sournois dans le dos de l'arbitre, réussir à avoir le dessus sur Sheamus. Il va redonner le hot tag à Keith Lee, qui va complètement dominer Miz et Morrison. Et au moment de faire son finisher sur Morrison, eh bien, Sheamus va reprendre le tag à l'aveuglette et y aller de son brogue kick pour la victoire. Ben, bon match. Dans l'ensemble, c'était quand même divertissant. Puis il y a eu ce moment quand même assez spécial où la corde a lâché suite au tacle de... Ben, au tacle. Non, au plaqué de Keith Lee dans le coin. C'est très bien fait. Mais, ben, je vais donner d'abord un 3,25 à ce match. C'est un bon match, puis même ça m'a dit après ce match-là, ben peut-être qu'il y aurait assez de chimie entre Keith Lee et Sheamus pour peut-être former une équipe, qui sait, et peut-être même défier la Hurt Business. Pourquoi pas? Alors, j'ai donné à ce match un actif. Mais, au retour de la pause, Sheamus et Keith Lee étaient encore dans le ring. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi Keith Lee n'a pas fait la même chose à Sheamus? Tu sais, parce que Sheamus, après le match, la dernière fois qu'ils avaient été en équipe avec Drew, Sheamus avait servi un brogue kick à Keith Lee. Pourquoi Keith Lee n'a pas sacré quelque chose, hein? Une corde à linge à Sheamus. Mais non, ils se sont juste engueulés pendant tout le temps de la pause et on a eu droit à un match entre Keith Lee et Sheamus. Un bon match, un affrontement mais correct. C'est un bon match. Match qu'on a vu il y a 2 semaines, 3 semaines maintenant. 2 semaines, je sais plus. Keith Lee l'a remporté avec un Spirit Bomb pour la victoire. C'est juste... J'ai eu de la misère avec ce match-là, juste parce que je sais que c'est probablement le contexte. Puis là, on a voulu utiliser un roster réduit, probablement, avec tous les cas de COVID, ou enfin, peut-être qu'on apprendra dans les prochains jours qu'il y a plusieurs cas de COVID, puis etc. Bon. Mais je peux pas utiliser cette excuse-là parce que la WWE n'a qu'à se blâmer elle-même si malheureusement il y a des cas de COVID qui sont avérés. Mais ça fait en sorte que, ben oui, voir un match qu'on a déjà vu où il n'y a pas d'enjeu. Le pire, c'est que ce match-là était meilleur que le match quand il y avait l'enjeu de devenir l'aspirant numéro 1 au titre. Mais bon. Juste pour la paresse du booking, puis je sais que c'est peut-être pas de la paresse, que ça a été fait à la dernière minute, puis que tout a été chamboulé à cause de l'annonce de Drew, mais même à ça, je vais quand même leur donner un passif. Et après le match, ben Keith Lee et Sheamus se sont fait un gros câlin, parce que fallait que ça sorte, c'est sorti, maintenant, ils sont des amis. Prochain match, Xavier Woods face à T-Bar. Ouais, oh boy, quoi? Xavier Woods face à T-Bar. Ça sort de où? On le sait pas, mais c'est nouveau. Alors, on va le prendre. Hein? Xavier Woods, comme j'expliquais plus tôt, qui était tout seul pour venir au ring. Alors, il était un peu intimidé face à 5 membres de Retribution. Alors, on a prétexté, comme je disais, que Kofi avait une blessure à la mâchoire. Bon match dans l'ensemble. Un match opposant rapidité et agilité face à la puissance de T-Bar. À un moment donné, Woods a contré une manœuvre, a esquivé un spear dans le coin. T-Bar est allé se frapper la tête contre le poteau. Et par la suite, Xavier est monté sur la 3e corde pour un drop kick qui a expulsé T-Bar en bas du ring
entre la première et la deuxième corde, c'était toute une chute. Vraiment une chute spectaculaire. C'est rare qu'une chute est marquante, mais celle-là, elle l'était. Ensuite, Xavier, malheureusement, a été distrait par Mace un peu, qui était retenu par Ali pour pas qu'il y ait de disqualification. Ça a permis à T-Bar de reprendre le dessus. Et il a terminé avec un Eyes Wide Shut, si j'ai bien compris, Tom Phillips, pour la victoire. Alors, belle victoire de T-Bar. Le genre de booking qui aurait probablement donné une plus grande importance à Retribution si ça avait été fait il y a quelques mois. Mais dans les circonstances, j'ai trouvé que ça avait été un bon match, du bon booking, et ça a été bien fait. 3,25 sur 5 et je leur donne un actif. On passe maintenant au match pour le championnat des États-Unis. Et oui, déjà, Bobby Lashley face à Riddle. On se souviendra que Riddle avait remporté son affrontement contre Bobby la semaine dernière dans la controverse parce qu'il avait tapé mais que l'arbitre ne l'avait pas vu puis qu'il y a eu un roll-up après. J'étais quand même assez étonné. Déjà, j'étais étonné que cet affrontement ait lieu la semaine passée. Eh bien, j'étais encore plus étonné de voir que cet affrontement avait lieu cette semaine à Raw. Riddle qui, avant le match, on l'a vu en coulisses jaser avec les Lucha House Party pour leur expliquer que son match ce soir, c'était comme une grosse pizza plein de garnitures. Il avait bien faim. Et Dorado qui essayait de comprendre un peu, mais lui disait de faire attention. Watch your back. Parce que The Hurt Business, des fois, tu sais. Puis là, Riddle était comme, ah, mais c'est impossible physiquement de watch your back. Pauvre Riddle. Vraiment, pauvre Riddle. C'est dommage que Vince McMahon aime sa gimmick et ses blagues presque douteuses. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, Riddle est pris avec ce personnage horrible. Horrible, horrible, horrible. Alors, avant le début du match, ben, il y a eu la présentation. Et une fois que la présentation, ben c'est rare parce que dans le fond, à Raw, à Raw, on fait peut-être plus attention. À SmackDown, il y a eu des matchs de championnat cette semaine et aucune présentation. Alors j'étais content de voir qu'il y avait au moins une présentation pour rendre ce match un petit peu plus prestigieux. Mais Bobby, lui, n'a pas attendu le début du match, le son de la cloche pour attaquer Riddle, parce que la semaine dernière, Riddle avait fait la même chose. Il avait attaqué Bobby presque sournoisement dès le début du match. Alors, Bobby a décidé de lui rendre l'appareil. L'a fait à plusieurs reprises, même si l'arbitre essayait de le tasser de là. Alors, Riddle a commencé le match tirant de l'arrière. Il saignait de la bouche, même à cause de cette attaque. L'arbitre, beaucoup de difficultés pour les arbitres. Ça, c'est une chose, OK. Les arbitres, quand il y a du sang, doivent mettre des gants de latex. Et là, c'est toujours malaisant parce que là, ils essayent de mettre les gants, puis en même temps, il y a l'action qui se poursuit, puis là, ils ne savent pas trop. Là, dans ce cas-ci, l'arbitre tentait de mettre ses gants, puis là, ben, il y a eu... Riddle s'est fait expulser à l'extérieur, Bobby est allé le rejoindre, l'arbitre essayait de compter à l'extérieur, puis là, avec un gant dans sa main, puis là... Pourquoi ils n'ont pas tout le temps des gants? Si dans le UFC, on voit les arbitres avec des gants, pourquoi les arbitres n'ont pas simplement tout le temps des gants dans les mains? Des gants de cuir ou quelque chose, peu importe. Tu sais, en plus, dans le contexte de la COVID présentement, il n'y a pas personne qui va dire et que les arbitres sont trop prévoyants puis que ça fait pas... Non, regarde, s'ils le font dans le UFC, pourquoi dans la WWE? Puis même dans All Elite, j'ai vu la même chose des arbitres que c'est comme gants de latex, puis c'est comme pourquoi ils n'ont pas tout le temps des gants? On est rendu là. Moi, je leur donnerais toujours des gants. C'est bon. Bref, Bobby a largement dominé ce match, qui n'a pas été très long d'ailleurs. Riddle a tenté quelques manœuvres pour revenir, mais Bobby l'a attrapé au vol. Il lui a fait un gros power slam au milieu du ring. Et Hurtlock, ça en était fait. L'arbitre a eu un peu de misère encore une fois à voir que Riddle tapait. Alors Riddle est obligé de taper des deux mains pour signifier à l'arbitre qu'il abandonnait. Alors,
c'est bizarre, un peu, de voir que Riddle est traité de la sorte. Mais, je sais pas, je suis un peu embêté parce que ça donne de la crédibilité à Bobby. Mais en même temps, ça détruit beaucoup Riddle, qui était déjà sur une mauvaise pente. Je sais pas. J'aurais aimé que Riddle en fasse peut-être un peu plus ou que le match soit un petit peu plus serré entre les deux. Mais ils ont décidé que non. Rien non plus de spécial à signaler dans ce match-là. Je leur donne un 3 sur 5. Et peut-être à cause de la suite. Je sais pas. Je suis obligé de... Je sais pas. Je suis embêté. Je vais leur donner passif. Passif. Parce que dans le fond, ça donne pas grand-chose. Je sais pas. Ça pourrait être actif aussi. Mais je vais leur donner passif parce que après le match, Riddle a pris le micro et il a dit MVP, je suis capable de te battre. Alors MVP, qui était habillé en complet, cravate, a décidé de remonter dans le ring. Et après la pause, nous avons eu un nouveau match. Riddle face à MVP. Et là, ben, Riddle a réussi à dominer. Ben, au début, c'était MVP qui dominait, bien habillé, avec sa chemise. Après le ball-in, c'est Riddle qui a repris le dessus, est monté dans le coin. Mais là, il a décidé de donner un coup de pied à Bobby sur le bord du ring. Il est remonté dans le coin pour faire son Broton. Mais Riddle s'est fait anéantir par le spear de Bobby qui était monté dans le ring. Alors, victoire de Riddle par disqualification. 2 sur 5 pour ce match inutile qui nous faisait juste perdre du temps. Et ben ça s'est terminé par une petite attaque de Lashley et MVP qui a donné un gros coup de pied dans les côtes de Riddle avant de quitter. Tout ça, c'est... Ouais. Passif. On nous présente ensuite les faits saillants de SmackDown pour nous expliquer que Adam Pearce est le nouvel aspirant numéro 1 à Roman Reigns. Ce qui va justifier ensuite la conversation entre AJ Styles et Adam Pearce, qui lui dit ben si moi je gagne le Royal Rumble et que toi, par un miracle incroyable, tu réussissais à battre Roman Reigns, eh bien, se pourrait que AJ Styles affronte Adam Pearce à WrestleMania. Ils ont dit ça sans rire. Là. Ils étaient tous sérieux là-dedans. Mais bref, Drew Gulak est arrivé pour les interrompre et leur dire je profite de l'occasion pour m'annoncer comme un des participants au Royal Rumble. Mais Adam Pearce a dit non, ça marche pas de même. Et Drew Gulak a dit ouais, mais AJ Styles. AJ Styles, lui, il l'a dit, puis ça marche. Mais là, AJ s'est justifié en disant que lui, il était 2 fois champion de la WWE. Donc, c'était justifié pour lui. Alors, Adam Pearce a dit ouais, non, toi, Drew, il va falloir que tu battes AJ Styles si tu veux faire partie du Royal Rumble. Alors, on a eu droit à un match entre Drew Gulak et AJ Styles. On se souviendra, vous aviez sûrement oublié que Drew Gulak avait affronté AJ Styles à l'époque, cet été, à SmackDown. Ça avait été quand même un bon match entre les deux. C'était avant que Drew Gulak redevienne complètement insignifiant et qu'il se batte pour le titre 24/7. C'est à l'époque où Daniel Bryan tentait de donner de la crédibilité à Drew Gulak. Alors, match relativement court entre les deux, mais Gulak a eu quelques bons moments, dont un Tiger Driver, bien effectué. Mais malheureusement, AJ est revenu avec un Pele Kick avant d'expulser Drew par-dessus la 3e corde, en bas, ce qui a permis à Tom Phillips de nous expliquer, lui aussi, ce que c'était un Royal Rumble. Merci Tom, c'est vraiment gentil. Ensuite, il y a eu un plan de caméra fabuleux où Drew était justement couché à terre. Et là, Hummus, en tout cas, le géant qui accompagne AJ. Et là, on voyait la caméra tout près de la botte de Hummus, pendant que Drew était terrifié à l'idée de regarder
ce géant à côté de lui. AJ en a profité pour l'assommer contre la table, le ramener dans le ring et lui servir un phenomenal forearm pour la victoire. Malheureusement pour Drew, il ne fera pas partie du Royal Rumble, ou du moins, pas pour l'instant. Ben, le match était correct, sans plus, pas aussi bon que le match de SmackDown, mais dans les circonstances, c'était correct et ça a permis de donner une belle victoire dominante à AJ Styles. Alors 3 sur 5, mais un actif. Pourquoi pas? Avant de se rendre à la finale de Raw, il faut passer par Shayna Baszler et Nia Jax face à Mandy Rose et Dana Brooke. Dana et Mandy qui nous ont fait une belle promo en encore pendant leur entrée, nous expliquant qu'elles vont faire partie du Royal Rumble. Comme ça. Alors c'est chiant en maudit pour Drew Gulak qui lui a raté son coup. Il n'a pas pu se déclarer comme participant. Mais Mandy et Dana, ça c'est correct. Aucun problème. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu chiant. Et ensuite, Dana et Mandy ont dit à Shayna que si elle la rencontrait durant le Rumble, eh bien, elles allaient se débarrasser d'elle plus rapidement que Kim Kardashian s'est débarrassée de Kanye West. C'est vraiment pas fin. C'est vraiment, vraiment pas fin. Alors, que dire de ce match où Dana en a mangé une maudite? Mandy est revenue avec le hot tag. Elle a servi son Pump Knee Strike à Shayna Baszler. Eh oui. Mais Nia a sauvé la mise. Ensuite, elle a servi un Samoan Drop à Mandy. Et c'est Dana qui est venue sauver le tombé. Mais Dana et Mandy se sont retrouvés dans le coin. Et Nia est allée les écraser vigoureusement. Un gros splash dans le coin. Et ça a permis à Shayna de prendre le tag à l'aveuglette et de terminer le match avec son Kirifuda Clutch sur Mandy Rose. Et Nia Jax était un peu comme contente d'avoir gagné, mais fâchée que ce ne soit pas elle qui ait terminé le match. Je me demande bien quand est-ce qu'on avait vu ça. 1 heure ou 2 auparavant. Mais, fort heureusement, il n'y a pas eu de match entre Nia Jax et Shayna Baszler. Alors, c'est un plus. Mais, pour un autre match, c'est plate. Ben oui, où ce qui se passe pas grand-chose. Puis, au moins Mandy, pas Mandy dans le fond, Nia Jax et Shayna ont dominé. Mais malheureusement, Mandy et Dana se retrouvent encore en bas de classement. Que voulez-vous? Alors, pour le booking, je vais leur donner un passif. Mais pour un match correct, je vais leur donner quand même un 3 sur 5. Ouais. Et on arrive enfin à la finale de Raw. Le match tant attendu entre Randy Orton et Triple H. Match qui n'en est pas un, finalement. Où Randy avait défié Triple H. Non pas dans un match, mais dans une bataille. Alors c'est une bataille. Pas d'arbitre, pas de cloche, pas de rien. C'est une bataille. Avant le match, Keith Lee est allé voir Triple H pour lui dire qu'il s'offrait pour prendre la place de Triple H, puisque Triple H avait toujours eu beaucoup de respect pour Keith et qu'il l'avait toujours protégé. Alors, c'était peut-être au tour de Keith Lee de rendre l'appareil à Triple H et de le protéger. Mais non, Triple H a refusé, disant que non, c'était à lui d'aller se battre. Alors, voilà, il n'a pas eu recours à l'aide de Keith Lee. Triple H qui a fait son entrée, j'ai eu peur un peu pour Triple H parce que quand il a fait son entrée, il a comme craché de l'eau, puis l'eau s'est comme mis à couler. Déjà qu'on ne veut pas voir Triple H comme un vieillard, mais lui qui n'est pas capable de boire de l'eau, puis que l'eau coule toute, puis c'est malaisant. J'ai eu peur. J'ai eu peur que Triple H ne soit plus capable de cracher de l'eau comme il le faisait à la belle époque. Mais non, il est monté sur le tablier du ring et il nous a craché son eau 3 fois plutôt qu'une. Alors, il n'avait pas rien perdu de son crachat habituel. Randy est ensuite arrivé
Il voulait monter dans le ring. Et là, c'est comme compliqué parce que là, on s'entend que dès que Randy monte dans le ring, le combat commence. Alors, il est monté dans le ring, il a reçu un coup de poing, il est redescendu du ring, il est revenu dans le ring. Et là, il a commencé à frapper Triple H. Finalement, les deux se sont battus, se sont retrouvés à l'extérieur. Triple H a renversé un Irish Whip pour envoyer Randy dans l'escalier. Randy qui s'est mis à saigner de la joue. Heureusement qu'il n'y avait pas d'arbitre pour se mettre des gants de latex. Ensuite, Randy a tenté de faire un back suplex sur Triple H contre la table des commentateurs, mais c'est plutôt Triple H qui a renversé et qui a servi le back suplex contre la table. Il a remonté Randy dans le ring et là, il a pris son sledgehammer. Il a mis beaucoup de temps à monter, puis là c'était bizarre parce que là il montait sur l'escalier qui était comme pas tout à fait aligné avec le ring, ce qui était très particulier. Mais il y avait une bonne raison pour ça, c'est que les lumières ont commencé à s'éteindre tranquillement. Et là, Triple H est rentré dans le ring finalement. D'autres lumières se sont éteintes. Et là, Randy ne comprenait pas trop ce qui se passait. Triple H ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais Triple H a pris une allumette et il a allumé son sledgehammer en feu. Et là, toutes les lumières se sont éteintes. Et même le sledgehammer s'est éteint. C'est très particulier. Et là, tout s'est rallumé en mauve. Et là, on entendait la musique du Firefly Funhouse, mais un peu distorsionnée. C'était pas convaincant, c'était bizarre, on savait pas trop ce qui se passait. Alexa Bliss a fait son apparition. Et là, j'ai oublié de vous dire, mais Triple H avait complètement disparu. Alors, c'est comme si on était dans un rêve de Randy Orton. Quelque chose du genre. Bref, le ring était tout mauve. Et là, Alexa Bliss était dans l'autre coin. Elle a regardé Randy. Elle avait ses verres de contact bizarres. Ses yeux blancs, rouges. Elle a montré sa main, comme ça, à Randy. Il s'est écrit le mot « pain ». Et avec son autre main, elle lui a envoyé une flèche de feu, flac, dans les yeux. Et là, Randy était aveuglé. Ah! Et il souffrait le martyr. Pour terminer, Raw. Ça y est, nous sommes rendus en pleine folie cinématographique. Alexa Bliss lance des boules de feu ou des flèches de feu. En tout cas, des pétards. C'est... Quelle est la prochaine étape? Parce que... je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Je ne sais pas si je suis diverti par ça. Alexa Bliss qui lance des flèches de feu. Je ne sais pas si ça me divertit. Triple H qui disparaît après avoir mis le feu à son sledgehammer. Je comprends pas où... si Raw était dans un univers parallèle, puis que ces choses-là... j'imagine qu'on fait probablement écho à Lucha Underground et ces trucs-là. Mais c'est pas l'univers de Raw. Je suis zéro investi, malheureusement. Depuis la mort du Fiend, certains diront que c'est depuis qu'il a affronté Goldberg en Arabie Saoudite. Mais disons depuis sa mort, que j'avais trouvé divertissant. Je trouvais ça le fun, le match Inferno. Le fait qu'il soit mort, c'était beau. Je me disais, ah bon, ben, c'est une belle façon de faire mourir un personnage. T'sais. Maintenant, là, je trouve que, ouais, on en rajoute, on beurre épais. Non, j'ai pas aimé ça. Et je vais donner malheureusement un passif à tout ce segment pour terminer Raw. Alors que dire de ce Raw qui malheureusement m'a rendu beaucoup plus triste qu'heureux. Ben oui, j'étais un petit peu découragé parce que c'était match-rematch, match qu'on a vu, match qu'on revoit. Je comprends le contexte. Puis malheureusement, c'est tous ces matchs-là, puis ces rematchs, puis tout ce fouillis
qui a été probablement causé par l'annonce de Drew, du fait qu'il avait testé positif. Mais je peux pas être sympathique à la cause de la WWE. C'était écrit dans le ciel qu'à un moment donné, ça allait arriver, ce genre de situation, où justement des stars importantes allaient manquer, qu'on allait être obligé d'utiliser un roster à moitié, incomplet. Puis ça a donné un Raw aujourd'hui qui était zéro excitant, malheureusement. Zéro excitant. Et puis je peux pas donner un passe-droit, je peux pas leur dire « Ah, ben dans le contexte, ils font ce qu'ils peuvent, etc. » Plus maintenant. Ça fait trop longtemps. Je comprends qu'on vit dans des conditions très particulières, mais tout ça nous l'a remis d'en face beaucoup. Alors, malheureusement, je suis obligé de donner à Raw rien de bien plus que 2 sur 5. Encore. Encore parce que c'était pas ça. C'était plate, c'était redondant, c'était pas excitant. Il y a eu quelques bons matchs, mais non, rien qui méritait une note plus que 2 sur 5. Et pour terminer, place aux Awards. Je vous rappelle, si vous avez regardé Raw et SmackDown, si vous le faites en direct, que vous pouvez aller sur le Discord après Raw, après SmackDown pour nous donner vos Awards, si vous en avez. Ce soir, je vais donner le superbe à Xavier Woods et T-Bar. Pourquoi pas? C'est quand même assez rare que T-Bar reçoive un superbe, alors je lui donne. Ensuite, la cape de golf, ben, c'est Keith Lee qui ramasse John Morrison et fait exploser le coin, la troisième corde. Bravo à Keith Lee. Le niaise-moi, Alexa Bliss qui maintenant lance du feu. Ça, on est rendu là. La semaine prochaine, elle va faire apparaître des choses. C'est fantastique. Le Jean Réoldi, eh bien, je l'ai donné à Triple H pour son côté rétro. Il était bien habillé pour son combat. Le jeans noir, son chandail. Bon, il avait l'air plus petit qu'à l'époque, mais puisque ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je lui donne le Jean Héroldi et aucune contravention de style ce soir. Tout le monde était bien habillé. Et sur Discord, il y a Marcus Black qui, lui, a donné son Jean Héroldi à Drew Gulak. Alors, Drew Gulak qui avait le pantalon orange avec Drew Gulak décrit dessus. C'est très bien. C'est très bien. Et ben, c'est ça. Ce soir, tout le monde était bien habillé, malgré le fait que le show était redondant. Tout le monde était bien habillé. Alors, soyons positifs, aucune contravention de style. La pause pisse. Jeff Hardy contre Elias. Si vous l'avez vu une fois, vous l'avez vu 1000 fois. Mais vous l'avez vraiment vu si vous l'avez regardé pour les 1000 dernières fois, durant les 2 derniers mois. Et même plus. Le beaucoup bien, on peut le donner à Keith Lee, qui a quand même livré 2 bons matchs, un à la suite de l'autre. On aurait pu le donner à Sheamus aussi, mais j'ai décidé de le donner à Keith Lee. La grosse nouille, Drew Gulak, qui ne peut pas rentrer dans le Royal Rumble, parce que lui, de se déclarer, ça a l'air que c'est pas suffisant. Pauvre Drew. Et la prédiction nostradanique, eh bien, je vais être un peu tristounet, mais je pense que Miz ne pourra pas cacher in sa valise la semaine prochaine. Et c'est comme ça que Raw, qui est un peu dans les bas-fonds ces temps-ci, nous fait penser à Gab, la promesse, qui lui aussi est un peu dans les bas-fonds lorsque vient le temps de faire ses prédictions dans les poules. Mais, comme il dit si bien, quand Raw va être bon, c'est parce que l'attente en aura valu la peine. Merci tout le monde d'avoir été là. À la semaine prochaine, et on se revoit pour SmackDown Live ce vendredi. Au revoir.